Je vous l'avais dit, je suis attaché à l'idéal républicain, mais il n'inclut pas une obligation d'enthousiasme et de toutes ces simagrées. Alors on se lève, on se relève, on acclame, on applaudit en cadence. Monsieur de Rugy, qui est une des figures essentielles de l'opportunisme politique. Pourquoi faire? Non, j'ai respecté le cadre. Oui, mais puisque vous parliez tout à l'heure de provocation, à mon tour de réagir sur des mots qui sont des fois un peu excessifs à mon égard. Donc, oui, je m'exprimerai, parce qu'il faut qu'il y ait une opposition. Et je voudrais vous dire, monsieur Namias, que cette situation est tout à fait étrange. Vous en rendez-vous compte? La moitié des électeurs n'ont pas voté. Le parti majoritaire représente 14% des inscrits. Il y a 300 sièges de gens qui se lèvent pour acclamer un individu que par nécessité ils ne connaissent pas. Tout ça crée une ambiance bizarre. Nous allons avoir 2 coups de force qui vont arriver dans les prochains jours. L'ordre public social va être mis cul par-dessus tête. On va en parler. Et l'ordre des libertés publiques. Franchement, c'est ça qui est important dans le moment. Il faut qu'il y ait une opposition. Il ne peut pas y avoir qu'une majorité. Je ne sais pas de quoi il parle. Manuel Valls appartient. Il dit même France Insoumise, il travaille, il cautionne l'islamisme radical. Enfin, en tout cas, il a des mots très durs pour vous. Mais ce mot dangereux, il veut dire quelque chose en République. Non, mais c'est quand même grave de voir ce personnage qui représente un passé que tout le monde méprise, celui des reniements, des mensonges, qui ont été celui des gouvernements Hollande. Manuel Valls a été un des premiers ministres les plus violents de l'histoire de la République par le nombre d'opérations de police qui ont été montées contre des manifestants. Aussi bien contre la loi El Khomri que la désastreuse affaire qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse. Donc c'est pas à lui d'aller dire que les autres sont dangereux quand lui, il s'est manifesté comme un danger. J'ajoute que ce qu'il dit sur l'islamisme est un moyen pour lui d'exister. Il espère que Mélenchon réponde, donc on va parler de lui, etc. Non, nous n'avons aucune concession avec l'islamisme politique. Je combats de toute façon l'intrusion de toutes les religions dans la politique. Alors celle-là comme une autre. Et j'ajoute que la majorité des musulmans sont bien de mon avis et considèrent que c'est une religion et pas un parti politique que leur croyance. Donc Manuel Valls a une espèce de névrose sur la question de l'islam qui fait que il ne voit plus la vie que sous cet angle. Et tout à l'heure, contestez-vous son élection? La candidate France Insoumise, Farida Amrani, qui a été battue de 139 voix, déposera bien aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous pouvez nous confirmer? Oui, de ce que je sais, elle va le faire et elle a raison. Et je trouve déplorable qu'on ait traité Madame Amrani et ses amis d'une façon pareille. Enfin, ne pas avoir le droit d'entrer dans la mairie au moment où on fait le recomptage, être brutalisée de cette sorte. Est-ce parce qu'elle s'appelle Amrani qu'elle doit être traitée différemment du reste des Français? Sous-entendu sur le fait qu'elle est d'origine étrangère, c'est ça? Il y a eu un moment assez curieux dans les images qui en étaient montrées. On a présenté tous ces gens qui étaient autour d'elle comme des exaltés, des excités, sans tenir aucun compte de la violence incroyable qui était en train d'être commise par Monsieur Valls. Je vous signale que même vos confrères ont été privés de leurs instruments de travail. Il a fichu tout le monde dehors, y compris les journalistes, quand même pas sortir avec leur magnéto. On verra bien. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer une nuance. Par exemple, vous diffusez de la pub, ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit, ni que vous comptez vous-même personnellement acheter tout ce qui est proposé. De la même manière, si le gouvernement propose de légaliser, de rendre possible la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou non, eh bien, j'approuve cette mesure puisqu'elle est dans mon programme. De la même manière, s'il propose de supprimer la Cour de justice de la République qui instaure un tribunal d'exception pour les ministres, eh bien je le voterai puisque ça se trouve dans mon programme. Pour autant, je ne suis pas disposé à, comme vous le dites, soutenir le gouvernement et je vous demande de faire la clarté, sinon aucun débat n'est possible. Si accepter une mesure, c'est soutenir le gouvernement, alors qu'on se dit l'opposition, peut-être que ça fait jubiler d'avoir créé un désordre intellectuel absolu, mais non, ce n'est pas la même chose. Là, je suis en train de vous écouter. Oui, écoutez ce que je vous dis. Il n'y a pas de groupe qui votera entièrement et exclusivement contre la confiance au gouvernement. Il n'y en a pas à part nous. Voilà la raison pour laquelle, même le groupe GDR dans lequel il y a les communistes, il y a des gens qui vont voter la confiance au gouvernement. Par conséquent, nous serons le seul groupe qui vote, dont tous les membres votent contre la confiance. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous disons, puisque nous sommes cette opposition d'un bout à l'autre du groupe, nous demandons la présidence de la commission des finances. Maintenant, si tout le groupe, les Républicains, pour prendre un exemple, à l'autre bout de l'hémicycle, vote contre le gouvernement, nous dirons, il y a 2 oppositions. Il y a une opposition, les Républicains, et une opposition, la France Insoumise. Rendez-vous pour cela, pour le discours de politique générale du Premier ministre qui sollicitera la confiance. Ce sera mardi prochain. Le Conseil des ministres, là, il se tient dans une
1h30. Le gouvernement examinera le texte de loi d'habilitation qui lui permettra d'engager les ordonnances réformant le code du travail. Votre opposition, là on s'en doute, Jean-Luc Mélenchon, elle sera ferme, vous l'avez dit. Est-ce qu'elle se limitera à votre travail de parlementaire à l'Assemblée nationale, ou par exemple, vous joindrez-vous à la manifestation qu'a appelée de ses vœux la CGT, ce sera le 12 septembre. Alors vous avez raison de dire que notre opposition sera complète. Je veux que tout le monde arrive à comprendre qu'il s'agit de renverser tout l'ordre public social de notre pays par ordonnance. Et alors même qu'il y a une stratégie du secret de la part du gouvernement, qui aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître un texte sur lequel on puisse discuter, s'exprimer, et on l'examinera très bientôt à l'Assemblée. Et qui va rester un texte de généralité sur lequel il sera impossible de discuter le contenu de la réforme du Code du travail. Non, mais ceci doit être dit pour que les Français l'entendent. Alors après, évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'opposition parlementaire. Nous allons jouer notre rôle, nous serons dans la rue. Y compris dans la rue. Absolument. Et puisque la CGT a pris l'initiative de proposer une date, il faut bien que quelqu'un prenne cette initiative. C'est au syndicalisme de marcher devant. Cela va de soi, puisque c'est dans l'entreprise que la question va se présenter. Mais nous, la France Insoumise, nous jouerons notre rôle. Nous allons rallier toutes les populations des quartiers, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui, je parle pas dans les quartiers, il y a des gens qui ont du travail, mais tous ceux les chômeurs, les gens en formation, les étudiants, nous leur dirons, il faut se joindre à ce mouvement, il faut résister. Il y a un devoir de défense, car le Code du travail, c'est pas le Code de la route, c'est des centaines de pages qui sont des milliers de luttes entre capital et travail et des compromis sociaux réalisés pendant un siècle et demi. Et c'est pas Monsieur Macron qui va changer ça tout seul. Là-dessus, pas d'ambiguïté, on vous entend bien, Jean-Luc Mélenchon, l'opposition sera totale. Une question d'actualité encore ce matin, un de vos homologues à l'Assemblée, le président du groupe parlementaire En Marche, Richard Ferrand, le Canard enchaîné poursuit ses révélations le concernant. Il aurait employé sa compagne au Mutuelle de Bretagne qu'il dirigeait alors qu'elle était encore étudiante dès l'âge de 25 ans. À vos yeux, Richard Ferrand peut présider un groupe parlementaire? Ce n'est pas mon affaire. Maintenant qu'ils s'en débrouillent, c'est eux qui l'ont choisi, ils s'en débrouillent. Et je ne suis pas d'accord pour que toute la vie politique maintenant, nous passions notre temps à discuter des affaires qui arrivent dans la même équipe de personnages. Moi, je veux parler du reste. Donc, vous comprenez, on s'est tapé 6 semaines de costard de Fillon. Après, on s'est tapé 2 semaines pendant les législatives de Monsieur Ferrand. Ça va pas durer toute la vie. Et j'ajoute que tout ça contribue à créer une ambiance anti-parlementaire que je déplore et que le groupe En Marche lui-même contribue à augmenter. Si vous avez écouté le discours de Monsieur de Rugy hier, pourquoi veut-on réduire le nombre de parlementaires? Peut-on me le dire? Compte-t-on réduire le nombre de patrons? Pourquoi compte-t-on diminuer les moyens qui sont les moyens les plus faibles accordés dans toute l'Europe à des parlementaires pour travailler? Je parle pas de la paye. Ça commence à bien faire tout ça. Donc je demande qu'on puisse parler du Code du travail, des libertés publiques, et quant à Monsieur Ferrand et au reste qui s'en débrouille avec la justice et avec les médias. Travail, ça. Éric Coquerel. Bien, chers collègues, monsieur le commissaire, monsieur le président, vous savez que nous ne goûtons guère cette politique de privatisation depuis 1986. On pense que ça a été ni une bonne affaire pour le pays, ni une bonne affaire pour l'industrie française, ni pour la maîtrise nationale de secteurs stratégiques. Mais j'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est que, si je comprends bien, il n'est pas question de privatiser des secteurs afférents à la souveraineté nationale. Et dans ces secteurs, je vois EDF, ce qui est évidemment nécessaire en termes d'énergie. Donc je ne comprends pas pourquoi Engie, par contre, est privatisable à hauteur de 4,5% après 4,1% les années précédentes, ce qui fait dire par exemple à la CFDT qu'elle craint que l'État ne puisse plus avoir une minorité de blocage d'ici quelques temps. De la même manière, je ne comprends pas pourquoi, à l'heure où la question du climat et de l'environnement est fondamentale, nous n'estimons pas que le transport, de manière globale, soit un secteur stratégique. Et je pense que la question des privatisations des aéroports successives, la menace qui court plus que menace, c'est quasiment annoncé sur ADP, là aussi m'interroge en termes de secteur stratégique. Ça me fait penser un peu cette cession et cette braderie des aéroports à ce qui se passe dans un pays comme la Grèce pour renflouer sa dette, et je ne pense pas que ça soit profitable. Deuxième question.
plus globale. Je suis très étonné qu'au moment où les dividendes sont au plus haut et les taux d'intérêt sont au plus bas, on estime que c'est une bonne affaire pour l'État de placer 10 milliards, parce que c'est ce qu'a annoncé Monsieur le maire, au lieu de continuer à toucher les dividendes de sociétés très rentables. Là, ça touche donc très clairement la question même de la rentabilité et de la bonne affaire pour l'État de ces privatisations. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie sur la question des autoroutes, mais pourtant je le ferai, puisque aujourd'hui a été révélé un accord secret, enfin, ces jours-ci, signé par Emmanuel Macron en 2015, qui prévoit notamment en échange, j'allais dire, de certains nombres de milliards de travaux, mais que les entreprises d'autoroutes devaient faire, et qu'en plus elles rentabilisent, puisque très souvent ce sont en plus des entreprises de BTP qui les font eux-mêmes, qui prévoit 500 millions d'augmentation en plus pour les contribuables sur les années à venir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ARAFER, entre 2019 à 2023. Donc on voit bien l'affaire juteuse, je crois que chacun en conviendra. Et ce que je crains, c'est que ça soit un peu la même chose, enfin c'est pas je crains, on peut même l'annoncer à l'avance, sur la Française des Jeux, 229 millions de dividendes, je ne vois pas à quoi sert de privatiser, surtout que là on touche une question de monopole privé du jeu avec tout ce qu'il peut y avoir de blanchiment derrière dès lors que ça échappe justement au contrôle de l'État, et là encore sur la question des aéroports. Plus globalement, et c'est ma dernière intervention, est-ce qu'on pourra réfléchir à un bilan global des privatisations en termes d'hausse des tarifs pour les usagers, de recettes perdues depuis 1986, et je crois qu'il serait souhaitable que de ce point de vue-là, on ait une mission parlementaire spéciale qui nous permette de trancher avant d'envisager 10 milliards de plus de privatisation.